Moi, chez Piast, je suis digital trade marketing manager. Donc, je travaille à ce qu'on appelle le trade, qui est un terme relativement nouveau qui est apparu il y a quelques années. Donc, en gros, mon boulot chez Piast, c'est globalement les relations avec les plateformes et essentiellement de streaming, même s'il y a encore du download avec iTunes ou Qobuz. Mon travail, c'est surtout que toutes nos sorties, on a environ par semaine entre les singles, les albums, les EP, on a entre 60 et 100 sorties par semaine au digital, ça soit le mieux visible sur les plateformes. Donc voilà, donc on est deux dans le pôle trade, on se split chacun les plateformes, voilà, sachant que moi j'ai entre autres Spotify, Apple Music et iTunes, Amazon Music, qui est un newcomer, et j'ai Tidal. Voilà, donc ça c'est, puis donc la personne qui est ma binôme se fait les autres plateformes. Donc voilà, le principe de base, c'est que on a des sorties chaque semaine et il faut que ce qu'on appelle les DSP, donc c'est les nouveaux acteurs, les plateformes de streaming essentiellement, reçoivent les plannings de toutes les maisons de disques. Et donc moi, mon but, c'est qu'elles reçoivent les bonnes infos, savoir quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on sort. Voilà un peu le travail de base. Je pense qu'on développera après sur d'autres questions. Mais voilà, mon travail de base, c'est de prévenir, c'est de notifier les plateformes. Donc, sachant que chaque plateforme est différente, chaque plateforme a des façons de fonctionner totalement différentes. Donc voilà. Et après, évidemment, il y a un suivi. Il y a aussi des associations marketing. On va faire des OP, des projets. Il y a un peu de technique même souvent parce que les homonymes sur Spotify, des choses comme ça. Donc tout ça fait partie de mon boulot au quotidien. Donc la relation. Donc après, chaque plateforme, comme je disais, il y a des plateformes où les fameux, on va en parler, je suppose, les éditos, ceux qui font les playlists, il y a des plateformes avec lesquelles je suis en contact. D'autres plateformes où ils ont des label relations. Donc ça, c'est des personnes qui font les intermédiaires. Voilà, tout le monde est différent. En gros, moi, je suis là pour leur simplifier au maximum le travail et c'est qu'ils puissent savoir quelles sont les priorités de chez Piast chaque semaine. Alors, mon parcours, il est, je vais pas dire un peu atypique, mais c'est vrai que je suis pas du tout issu d'école de commerce ou de choses comme ça, puisque en fait, j'étais à la fac et j'ai fait du cinéma. En gros, mon parcours, je sors d'un bac scientifique fin des années 90. Je sais pas trop quoi faire. Déjà, avoir mon bac, c'était voilà, du premier coup, on va dire. J'y croyais. À l'époque, c'était plus dur d'avoir le bac et j'étais assez content. Et donc, du coup, j'ai fait de l'architecture pendant un an. Ça m'a pas plu. Donc, vu que c'est 10 ans d'études, autant changer très très vite. Donc là, je suis parti en cinéma. J'ai fait une licence cinéma. Honnêtement, c'était la fac, c'était cool. En parallèle, et ça c'est important dans mon cursus, en parallèle, je viens du punk rock à la base, donc je découvre vraiment tout le milieu punk rock des années 90, qui était un milieu en explosion, des groupes comme NoFX, Bad Religion, tous ces groupes-là qui étaient vraiment au top. Et en parallèle, donc je suis à la fac, je commence à faire de la musique, des groupes avec mes amis, on monte un label, je commence à faire un peu de radio, un peu de presse. On organisait des concerts sur Paris. Avec mes groupes, je commence un petit peu à tourner. Voilà, tout ça, ça se fait en parallèle au début des années 2000. Je finis la fac, je passe un an ou deux. Vraiment, je sais pas trop ce que je fais. Je fais un peu d'intérim à droite à gauche. J'ai tenté le concours d'instit que j'ai pas eu. Enfin bon, je sais vraiment pas où aller. Et peut-être en 2004, je crois, ou 2003, bref, au moment où je me retrouve, qu'est-ce que je vais faire? Un pote qui me dit, mais pourquoi tu fais pas la formation avec l'IRMA? Parce que tu es dans la musique, voilà, il y a une formation longue de l'IRMA. À l'époque, on était quand même pas mal potes avec le Furia, qui était une asso à Pontoise, qui faisait le Furia Sound Festival, qui est un gros festival au milieu des années 2000. Et mon pote me dit, mais Mokhtar, il l'a faite, appelle-le. Voilà, donc je me retrouve à postuler, à aller voir Mokhtar de Furia. On passe une soirée, il me dit, bon, bah voilà, ouais, super, t'as un bon profil, parce que t'as fait des choses en dehors de tes études, des groupes et tout. Et donc voilà, donc je me retrouve en 2004, si je dis pas de bêtises, à faire cette formation, donc équivalent bac+3 à Nanterre avec l'IRMA. Donc là, je rencontre plein de professionnels. Donc il y avait le pôle disque à l'époque et le pôle concert, spectacle vivant, on va dire. Donc voilà, je fais une année à la fac de Nanterre avec l'IRMA. Et à la fin, je fais un stage chez Roadrunner, donc à l'époque qui n'était pas encore absorbé par Warner, donc label de métal, Sepultura, Nickelback, j'en passe et des meilleurs. Donc je me retrouve à faire ce premier stage.
Et donc je finis ce stage et là ça va là ça va aller assez vite parce que, je veux refaire un autre stage, je comprends, j'ai 25 ans quand même. Donc je m'inscris, ça se fait plus trop je crois, mais en serbo-croate, à la fac, hein. J'arrive, je veux une convention, je crois que c'est plus compliqué maintenant, mais bon à l'époque ça se faisait comme ça. Donc j'ai ma convention et je fais un stage chez Piast en fait. Donc au final, j'ai pas fait beaucoup de maisons avant d'arriver chez Piast puisque, je fais un stage au commercial chez Piast et d'assistant commercial, c'est en 2006 et après, bon, bah, après voilà, j'ai évolué, jusqu'à maintenant et donc du coup, j'ai pas ouais, voilà, mais mon parcours est un petit peu atypique, mais a toujours été, baigné dans la musique. Alors est-ce que je fais de la musique? Mes parents m'ont fait faire de la musique, jeune, donc je suis saxophoniste. C'est ma formation. En fait, j'ai fait un peu de piano quand j'étais tout minot et après j'ai fait du saxo au conservatoire, classique, jazz, voilà, ça c'était ma formation et vers, 14-15 ans, classique, hein, j'ai récupéré une guitare et donc j'ai commencé à faire de la guitare en parallèle. Donc voilà et après j'ai eu des groupes à partir de mes, 16-17 ans, j'ai eu des groupes, axés, punk, ska punk, mais voilà, après je pouvais faire aussi un peu de jazz. Mon dernier groupe en date, qui était plutôt là, punk metal, on va dire, hardcore stoner, rock and roll, et là, c'est un groupe alors de façon, absolument, non professionnelle, hein. L'idée, c'était, je dis souvent, de perdre le moins d'argent possible, hein, et de pas en gagner, mais voilà. Par contre, avec ce groupe-là, on a quand même fait pas mal, on a fait 200 concerts à peu près, un peu partout, un petit peu en Europe, même allé 2 fois au Canada et on a sorti 3 albums donc voilà, de autoproduit, 100 DIY comme on dit, mais voilà, on a fait ça entre de mes 25 à mes 35 ans, pendant une petite dizaine d'années, j'avais monté ce groupe et puis on s'est bien marré et depuis effectivement, en ce moment, je fais toujours de la musique, hein. Chez moi, il y a toujours, une guitare, qui traîne pour jouer de la musique, mais j'en fais plus, souvent ça me titille, mais à cet instant T, j'ai pas encore, depuis 4-5 ans, re-eu le courage de me dire: «Allez, les répètes», parce que bon, voilà, la musique, c'est génial, hein, c'est vraiment ça demande bah, de toute façon, c'est un investissement plaisir, mais c'est vrai que c'était du plaisir, mais un petit côté contrainte aussi. Alors quand on fait 5 heures de route, pour jouer dans un concert, où il y a 150 personnes dans un bar et c'est cool, c'est génial. Quand on en fait 8, c'est déjà arrivé pour jouer devant 3 personnes. C'est des choses qu'on fait peut-être un poil plus jeune, en tout cas, si je devais refaire de la musique, je ferais peut-être de façon un peu plus, relax. La semaine type, en fait, il y a 2 axes importants dans la semaine. Alors, bizarrement, notre début de semaine est un petit peu moins chargé. C'est là, on essaye plutôt de caler les réunions, les stratégies. Il y a du reporting aussi à faire beaucoup. Chaque semaine, je fais un récap digital. Donc, en gros, on a nos priorités. Je sors les chiffres, je regarde un petit peu ce qui a marché, ce qui a pas marché, les mises en playlist, voilà. Il y a beaucoup de reporting aussi. Tout ça, ça serait plutôt début de semaine. Et quand on arrive milieu de semaine, c'est là où on va avoir les fameux pitchs qui arrivent. Donc à partir du mercredi, début d'après-midi, là on va faire la sélection déjà des prios de la semaine. Donc via des tableaux en ligne que remplissent les labels ou les chefs de projet. Nous on va un petit peu regarder quelles sont les priorités, discuter, voir un petit peu ce qu'on va mettre en highlight, voilà un petit peu tout ça. Donc ça se fait le mercredi. Et là on prépare nos tableaux. Comme j'ai dit, chaque DSP est différente. Il y en a ça va assez vite. Il y en a c'est très très long. Il y en a qui demandent leurs identifiants propres, plusieurs tableaux, un mail. Il y en a qui ont de plus en plus ça se fait quasiment tous maintenant. Ils ont des pitching tools, des outils comme Spotify for Artists que les gens connaissent, qui est le plus connu, mais toutes les plateformes de streaming, les DSP ont ça ou vont avoir ça. Donc il y a ça à remplir en plus et après il y a des mails à envoyer. Donc voilà, ça va me prendre mercredi, jeudi, vendredi. La deadline c'est d'envoyer vendredi matin à toutes les DSP, voilà, qui sachent. Le vendredi, en fait, bon, la deadline c'est plutôt vendredi soir, mais bon, en général, on fait vendredi matin. Ils ont le planning, nos prios. Voilà, en gros, mes 2 pôles semaine, donc une fin de semaine assez chargée et un début de semaine qui est plutôt stratégie, reporting, réflexion.
Oui et non, en fait, au final, nous, je parle de Piast France, hein, on sort pas beaucoup plus de catalogues que ça, par rapport à il y a 4-5 ans, on va dire. Après la production globale, elle s'est augmentée, hein, je sais plus la stat, le nombre de sorties par jour, c'est vraiment impressionnant. On n'a pas beaucoup par contre, on a de plus en plus de priorités, évidemment. Donc là, c'est assez dur parce qu'il faut savoir que, surtout les éditos des DSP qui sont sursollicités, il faut arriver vraiment à être le plus focus possible. Par exemple, vous sortez un album, vous allez sortir 4 singles avant de sortir l'album. Est-ce qu'il faut pousser les 4 singles? Ça, c'est important et ça fait partie de mon boulot, là, d'expliquer un petit peu à mes chefs de projet, aux labels ou aux artistes même, enfin, même si je suis pas en contact avec les artistes, la prise de parole, à quel moment, voilà, est-ce qu'il faut pousser tous les titres que vous sortez en single avant l'album ou se dire, voilà, mon titre principal, c'est celui-là et c'est ça qu'on va mettre en avant. Voilà, tout ça, ça fait partie. Il y a plus de prio, mais en termes de nombre de sorties, pas beaucoup non plus. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, chaque stratégie, chaque projet, chaque style de musique est différent. Ça dépend. Il y a des styles de musique où il y a beaucoup de playlists dans laquelle les titres peuvent rentrer. Après, par exemple, pour la France, sur Spotify, par exemple, en jazz, il y a une playlist jazz un peu actu. C'est-à-dire que après tout est différent. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'idée, par exemple, on va faire l'exemple d'une sortie jazz. Vous avez la playlist en France, hein, je parle que de la France, hein, la playlist jazz France, sur le premier single. Ça marche pas trop mal, on regarde les stats. Est-ce qu'effectivement, pousser le deuxième single pour cette playlist-là, le but, c'est que souvent, les DSP, ce qui est logique, si le titre il performe bien, ils vont pas switcher. Donc, pour ce cas-là, c'est peut-être pas judicieux. Après, vous n'avez pas eu de playlist, effectivement, vous pouvez tenter avec un deuxième single. Ça c'est logique aussi. Voilà, l'idée, c'est toujours un petit peu de voir à quel moment pousser, à quel moment lancer. Et on en parlera après. Il n'y a pas que la playlist dans la vie, j'ai envie de dire. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres outils. C'est ça aussi, ça fait partie, il y a de la stratégie. Et je pense qu'un artiste ne peut pas, et c'est impossible, ne peut pas compter que sur des mises en playlist chez Deezer ou chez Spotify pour exister, pour faire du stream et ouais, in fine de rapporter de l'argent. Alors déjà, le plus important, c'est de faire les pitchs. Donc ça, c'est quasiment, eux, ils disent que c'est éliminatoire, mais c'est pas vrai. Mais bon, déjà, il faut, envoyer les infos et faire un pitch, propre avec toutes les infos, le plus d'infos possible. Et nous, on se bat, avec nos chefs de projet, avec les labels, avec ce que pour avoir le plus d'infos possible. Vraiment, ça, c'est important pour eux et moi, je dois synthétiser, tout ça. Donc, ça, ils attendent ça et en fait, ce que je dis souvent, il y a 2 possibilités. Soit tu peux intégrer, ça arrive et heureusement, on n'est pas encore, hein, il y a pas du tout de système de paiement, il y a pas de ou comme ça peut se faire un peu, peut-être la presse sur des achats marketing pour avoir ça se fait je sais que ça se fait depuis longtemps. Là, il y a les éditos sont 100 indépendants. D'ailleurs, sur certaines DSP, on a interdiction de parler aux éditos et c'est pour ça qu'on a des contacts. Comme ça, eux, ils savent presque, ils te disent qu'ils savent pas de chez qui ça vient, si ça vient de chez Piast, Vagram ou Believe ou Universal ou Warner. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que ils peuvent arriver sur, tu peux avoir avec aucun profil arrivé en playlist parce que tu le truc que l'édito a écouté, il aime bien, même si tu es un artiste émergent, heureusement, il veut tenter le coup. Donc ça c'est bien. Après, on va pas se mentir, assez souvent après ils regardent les performances, ils ont des indicateurs de performance très précis sur les playlists. Donc notamment donc la performance, hein, il y a le taux de save et le taux de skip. Donc le taux de save, c'est le nombre de personnes qui ont écouté via une playlist et qui rajoutent soit dans leur bibliothèque, soit dans une playlist à eux, le titre. Donc ça, c'est un indicateur très positif. Dire que voilà, moi j'ai ma playlist, je sais pas, Feel Good, et j'écoute une autre playlist ou un album, hein, qui est sorti sur Spotify. Et j'aime bien et je la mets dans ma playlist Feel Good. Ça, c'est un taux de save où je la mets dans ma bibliothèque. Je fais le petit cœur. Et après, il y a le taux de skip, donc ça, c'est l'inverse. C'est quand tu es skippé au bout de 20 secondes, voilà, c'est-à-dire que le titre ne plaît pas. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est important, le bon titre dans les bonnes playlists. Et souvent, par exemple, avec un artiste émergent arrivé dans Hits du moment, ça sert strictement à rien. Alors, peut-être que mécaniquement, comme il y a beaucoup de followers, il va y avoir un peu d'écoute.
Mais en fait, et nous, on a les capacités d'analyser ça, que toutes les maisons de disques ont ça à peu près, et de voir d'où viennent les streams. Et même sur Spotify for Artists, on voit la source des streams. Donc en fait, le but de la mise en playlist, et donc on peut l'analyser tout ça, et c'est surtout que au début, si tu es mis en playlist avec une playlist édito, donc ton taux d'écoute extrait de cette playlist va être fort, ce qui est un peu mécanique et naturel et bien. Mais en fait, le but surtout, ça va être que ce taux baisse. Pourquoi il baisse? Pour qu'il soit switché sur le taux d'écoute sur les playlists personnelles. Parce que si tu as 70% d'écoute, par exemple, sur une playlist édito, c'est très bien. À partir du moment où ils vont retirer ton titre de la playlist édito, tu perds 70% de tes streams. Donc voilà, l'idée, c'est que c'est bien au début pour aider, mais après, qu'en fait, tu vis, quand les gens t'ont mis sur leur playlist perso, leur coup de cœur, c'est assez rare quand même que le commun des mortels, je pense, enfin moi je vois, moi quand je fais mes propres playlists, c'est rare que j'enlève des titres ou que j'en ajoute sur mes playlists un peu de fond, on va dire feel good, hein, je citais par exemple, si j'ai une playlist feel good, happy ou je sais pas quoi, je touche pas trop en général ce qu'il y a dedans, quoi. Alors la PHPTO, en fait, tu peux l'acheter, mais enfin si, puisqu'il y a, en fait, il y a des contrats. Si tu regardes la PHPTO, il y a beaucoup de playlists de majors qui sont dessus, Filter, Dixter, et ça, c'est des contrats qui prennent ça à l'année. Si je dis pas de bêtises, j'avais appris ça tous les mardis ou mercredis. Warner, alors là pour le coup, je sais plus laquelle, ont cette bannière-là. Ça, nous souvent là dans le cadre d'associations marketing. Donc moi, je sais pas que de la mise en playlist. L'association marketing, on sort Archive, on sort l'album, on prend une campagne dans le métro, on va rajouter le logo de Deezer ou de Spotify, et en échange, ils vont nous filer ce qu'ils appelle la Premium Homepage Takeover, donc la PHPTO, la fameuse, le bandeau quand c'était que sur desktop, donc sur ton PC, pas sur mobile, sur PC, ils peuvent faire ça. Il y a les mobile home banners, ça c'est pareil, c'est des petites, attends, dernier album de tel artiste est sorti, voilà, tout ça, c'est des dispositifs qu'on deal, ça c'est de l'association, ça fait partie aussi de mon boulot, qui est un truc plutôt cool, tu vois. Par exemple, voilà, une belle mise en avant que j'ai fait, donc en échange de logos de Spotify sur des publicités, l'affichage. Bon, ils avaient un peu tout le package. Bon, j'ai eu un billboard sur Sofiane Pamart, c'est-à-dire à New York, parce qu'il y en a dans plusieurs villes dans le monde. Il y en a à Paris aussi, mais là, j'ai eu celui de New York avec Sofiane Pamart pendant une semaine, en grand nouvel album. Voilà, ça, c'était un peu le climax de ce que j'ai pu avoir et que j'ai pu négocier, ce que ça arrive pas souvent. Après, juste bon, ça c'est pour info, le Billboard, très souvent, tu vas l'avoir sur des artistes français parce que la playlist Equal, qui est la playlist féminine de Spotify, quand t'es en première, quand t'es en cover, donc en première position, Equal France, tu sais, bon, évidemment, le Billboard, ça tourne, hein, c'est pas Sofiane Pamart pendant une semaine non-stop à Times Square, et en fait, t'as Equal France. Donc très souvent, t'as des artistes qui vont, et à juste titre, hein, qui vont dire, ouais, c'est un super outil de promotion. Et Sofiane Pamart, c'était pas sur Equal, c'était un deal qu'on avait fait avec eux parce qu'association marketing et tout. Alors, attention, la répercussion, ce qui est marrant, de vous à moi, ça c'est un peu en off parce que la répercussion, elle est pas, en fait, c'est l'image. En fait, c'est l'image. On va dire que l'association, si on avait une campagne marketing, par exemple, en face, ça aurait été, je pense, en termes de stream c'est là où t'aurais vraiment eu un impact. Après, pour l'image, l'artiste, c'est énorme. C'était vraiment, de toute façon, c'était ce que le label voulait dès le début. Ils m'ont dit, on veut un billboard. Donc l'image, c'est fou. C'est complètement fou, quoi. Et ce qui est important pour un artiste, déjà, c'est un peu le profil. Faut pas être 100% playlisto-dépendant, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses à faire. La playlist, c'est pas une finalité. Et la playlist, finalement, elle arrivera, et c'est arrivé, heureusement, beaucoup de fois. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des coups de cœur où ils te mettent, et à quel moment. Mais ça peut arriver aussi de pas avoir de playlist au début au lancement de ton titre, et qu'il se passe des choses, que la fanbase, elle grandisse, que les courbes soient positives, qu'il y ait du live, qu'il y ait de la bonne presse, qu'il y ait de la promo impactante. Le profil aussi, la fanbase, souvent, que ton artiste, que l'artiste soit suivi sur Spotify ou sur Deezer, qu'il y ait des followers. Et c'est quand
quand on a tous ces facteurs que là, on peut rentrer en playlist. Et d'ailleurs, très souvent, sur les DSP, ils vont dire, faut pas rentrer en playlist trop tôt. Attends d'avoir le bon moment. On parlait de à quel moment appuyer pour une relance ou pour un single. Il faut vraiment que tous les tous les voyants soient au vert. Là, par exemple, il y a un sticker là juste à côté de Laura Cahen, qui est une artiste bon, qui avait déjà sorti un album, qui avait eu du soutien, et on a commencé le travail. Et au début, voilà, c'était un petit peu, ouais, un peu, fallait un petit peu sortir les rames, mais bon, elle a construit doucement mais sûrement sa carrière, de la promo. Il y a eu quelques climax, par exemple une synchro sur une grosse série US qui a fait décoller. Et là, elle a ressorti une réédition de son album. Presque les playlists qu'on a, alors, je l'aurais pas signé avant qu'elles arrivent parce qu'on n'a jamais aucune garantie de mise en playlist. Mais voilà, je savais qu'elle allait avoir ce qu'elle allait avoir et que limite, ça accompagne. Mais elle est déjà sur on va dire, sur un trend un petit peu qui est très positif. Voilà. Mais on est parti, au début, c'était plus compliqué que ça. Et voilà, maintenant, elle est établie sur tel type de playlist. Alors après, c'est comment on va plus haut. Est-ce qu'on veut la faire devenir ou pas mainstream et passer dans les playlists hits, ou rester, développer sa carrière là où elle est bien, où elle se sent. Voilà. Après, ça, c'est d'autres choix stratégiques et il y a plein de discussions. Mais en tout cas, très souvent, ça commence doucement mais sûrement. Ouais, il y a eu des lives, il y a eu de la belle promo impactante, une synchro Netflix. C'est ça qui a fait tout, en plus de mise en playlist. Et en fait, en général, quand il y a un buzz qui prend, alors il y a beaucoup de TikTok en ce moment, beaucoup de buzz TikTok, pardon, les playlists viennent naturellement. Et encore une fois, la playlist doit pas tout faire. Donc déjà, l'artiste, les éléments, c'est vraiment d'avoir tout ça réuni entre la fanbase, l'image, la promo, le bon pitch aussi, ça on en a parlé. Voilà, c'est tout ça qui va faire que tu peux rentrer dans les playlists et performer aussi sur les plateformes. Encore une fois, toutes les plateformes, elles veulent des infos différentes. C'est pour ça qu'on a des Google Docs en ligne à remplir avec les styles de musique, la langue, ça c'est très important. Les styles de musique, c'est très très important. La plupart des gens ont déjà été sur Spotify for Artists, par exemple. Il y a énormément de genres, voire beaucoup de genres qu'on connaît même pas, des trucs très pointus. Et après, l'argu, le bon pitch, c'est environ 500 caractères. Voilà, l'idée, c'est d'être assez focus, de mettre l'artiste dans le contexte. Est-ce qu'il a déjà sorti des choses, des infos impactantes, s'il y a un feat, s'il y a un producteur connu, des chiffres, ça peut être utile, par exemple, ou des infos marketing. C'est une globalité d'informations bien rédigées dans un français ou un anglais correct. Des fois on fait en anglais, des fois on fait en français, ça dépend. Et c'est un petit peu ça, un bon pitch, et l'avoir aussi. Ça fait aussi, il y a beaucoup livré à temps, parce que effectivement c'est pas évident. Il faut savoir qu'un retard de livraison, et même des fois il y a des deadlines de pitch qui sont importantes, et nous on se bat pour dire livrer au plus tôt. Je sais que c'est pas évident. On attend un master, on n'a pas la cover, l'artiste il est pas satisfait, mais il faut livrer. Nous on dit de livrer 3-4 semaines, enfin le plus tôt possible, mais vraiment 4 semaines vraiment minimum, pour que nous, 15 jours avant, on puisse faire des pitchs corrects. Ça, c'est important aussi, un bon pitch et un bon texte, mais aussi une bonne livraison, pas trop de changements de cover ou de trucs comme ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de mon métier. Alors, on a une supply chain qui est basée au UK, donc eux, c'est vraiment la supply chain. Ça arrive, par exemple, chez Spotify, très souvent, les homonymes, bon, ça, il y a des content relocation forms, donc ça, c'est des choses qu'on remplit en ligne. Dire, voilà, mon artiste, et un autre artiste qui a le même nom, donc en fait, je suis retrouvé sur l'autre artiste. Voilà, ça, c'est des choses qu'on fait, que la supply chain peut faire, mais moi, je le fais beaucoup. Voilà, tout ça, c'est un bon pitch. La supply chain, pour info, c'est tout ce que la partie technique. La supply chain, c'est les gens qui sont là pour livrer. Faut savoir que nous, on passe par Idol en termes de livraison. Donc il y a des personnes qui sont chargées d'ingérer toutes les métadatas, le son, la pochette, toutes les infos, parce qu'il y en a le copyright, la durée, les instant grad, par exemple, sur donc les singles, sur iTunes, les titres qu'on va libérer en single, le cut TikTok même, de savoir ce qu'il appelle le hook sur TikTok, à quel moment les 10, 15, 20 secondes ou 30 secondes, je crois que c'est maintenant, vont apparaître sur TikTok. Voilà, tout ça, c'est des gens. Et après, il y a tout ce qui est problème un petit peu technique, de livraison, de choses comme ça. Tout ça, c'est la supply chain qui s'occupe de ça. Et c'est mes collègues qui sont basés au UK.
Donc on a tout un écosystème qui est géré par My Supply Chain avec nos propres outils et Idol, c'est vraiment le camion quoi, si tu veux, nous on a nos stocks et nos entrepôts et Idol, c'est juste le camion, qui nous amène, au magasin. Alors c'est un peu compliqué, le milieu il a beaucoup changé. Moi je suis arrivé il y a 17 ans donc le digital c'était une personne qui faisait un quart de son temps, une veille, sur iTunes en France. En tout cas c'était ça. Donc j'ai vraiment vu, hein, moi je viens du physique à la base, hein, pour expliquer un petit peu, je viens du physique et j'ai switché au digital il y a 6-7 ans. Voilà, moi je suis vraiment commercial, pur et dur, Cultura, Virgin, Starter, et du coup le milieu a beaucoup changé. Alors ce qui est fou, c'est que au final, le digital a un peu sauvé l'industrie du disque. En plus, moi, je suis arrivé au début de la crise et j'ai vécu vraiment, la chute, du physique. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on annonçait aussi la mort du format physique, ce qui est pas le cas, notamment avec le beau regain, on n'est pas là pour en parler, mais du vinyle notamment. Le marché physique est encore, marche encore assez bien. Et le digital a un petit peu sauvé, surtout avec l'arrivée des plateformes de streaming il y a une dizaine d'années, on va dire à peu près. Mais ça, c'est sorti dans la presse, elles ont du mal à être rentables. Et c'est peut-être pour ça aussi que, effectivement, en termes d'édito, elles recrutent peut-être pas autant que ce qu'elles souhaitent pour vraiment élargir au maximum leur offre de playlist ou des choses comme ça. C'est un peu à la fois le digital a sauvé l'industrie du disque, a redonné quand même un petit peu un regain. Moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans dans le disque, on était un peu des véreux, des gens mauvais qui exploitaient les artistes honteusement et que de toute façon on allait tous crever. Le streaming a un peu rebattu les cartes, mais bon, c'est quand même une économie qui est assez fragile, il y a encore beaucoup de problèmes. Je vais pas parler des fake streams, de tout ce qui se passe, des choses comme ça, des achats de stream. Il y a beaucoup, c'est une industrie qui est quand même relativement nouvelle. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'abonnés, même si ça rentre vraiment dans les mœurs, hein, comme Netflix, hein, maintenant les gens ils ont Netflix, Amazon et Deezer. Faudrait peut-être plus d'abonnés, monter le prix des abonnements. Je sais, là je suis pas sûr. Je pense que le physique va rester quand même. Hein, on voit la puissance des D2C sur des éditions limitées. Donc je pense que le fan va être de plus en plus impliqué. Après, moi, je suis pas du tout dans cette guerre physique contre digital. Hein. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui vont sur Qobuz écouter un disque et qui trouvent ça génial et qui vont aller aux balades sonores à côté acheter le vinyle le week-end. Hein. Je pense que le physique va continuer et que le digital va monter encore progressivement et se réinventer. De toute façon, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est ça qui est bien. Je fais une petite aparté, mais après, en fait, en termes de chiffre d'affaires pur et dur, c'est vrai qu'une sortie physique, c'est l'album qui va être vendu en PGHT à 10 euros. Tu mets 2000 albums, c'est vraiment, c'est impactant tout de suite tu le vois sur les courbes. En plus, il y a la saisonnalité hein, du physique avec gros mois de octobre, novembre, décembre. On a des mois d'avril, mai assez bien, un gros creux l'été. En digital, c'est flat toute l'année. Hein. Il y a pas de, il y a assez peu de saisonnalité. Ça peut monter un peu si on a une très très grosse sortie, mais là on parle d'un delta de 3, 4, 5%, quoi. C'est pas du simple au double. Et ce qui se passe, c'est que ton physique va t'apporter de l'argent très rapidement, mais ton digital, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois que t'as mis dans ta playlist, t'as sauvegardé, t'as un peu un fond là où à un moment tes ventes physiques peuvent même être nulles. C'est-à-dire que si t'arrêtes la production ou que même ton album vend plus du tout, même ouais, ça arrive, hein, les albums qui sont vraiment vraiment rincés, je l'ai connu à la fin, même en petit prix, ça vend plus quoi. Alors qu'en digital, t'as une espèce de base qui va au bout d'un moment, au bout d'un an ou deux, qui bougera quasiment plus pendant les 5 ou 10 ans à venir quoi. Oui, bien sûr, ça arrive tout le temps. Au bout de 15 ans, ce que j'ai vite appris quand j'étais au physique, en tant que commercial, alors là, c'était commercial pur et dur, parce que j'ai pas du tout, donc vous avez vu ma formation avant, j'ai pas du tout une formation commerciale de base, je connaissais rien quand je suis arrivé. Vendre un album ou un artiste et de dire à chaque fois, ah, c'est l'album de l'année, l'album du siècle, meilleur album, ah, non, en fait, ça, c'est pas bien du tout. Il faut essayer d'être le plus neutre possible, mettre en avant ce qu'on a dit, toutes les infos que veulent les éditos et être pertinent. Après, donc oui, ça m'arrive. Hein, j'ai dit quoi, entre 60 et 100 sorties par
par semaine, évidemment, et en gros, entre 10 et 20 prios qu'on va vraiment mettre en avant, je n'aime pas tout. Et ça, c'est entre guillemets être professionnel. C'est-à-dire que en aucun cas, mes goûts perso vont influencer sur la manière d'eux. Non, il faut être professionnel et mettre en avant. Après, voilà, moi, le fait est que je suis en bout de chaîne, je suis pas directeur artistique. Moi, j'ai un directeur artistique. Il y a des choses qui signent que j'aime, des choses qui signe que j'aime moins bien, mais c'est lui le directeur artistique. Alors, on échange, on aime bien. Je sais que très souvent, quand il découvre des groupes avant de les signer, il nous envoie un petit peu, et ça, je trouve ça génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un potentiel streaming, il n'y a pas de potentiel streaming, des choses comme ça. Mais après, par contre, quand ça sort, je dois être absolument neutre et pousser tous les projets qu'il lui considère comme prioritaires. Après, c'est au marketing, au directeur artistique, au chef de projet, eux, un peu de nous aiguiller sur leurs priorités. Mais après, je dois les pousser effectivement tous au même, de la même façon, et trouver les bons arguments. Après, je pense que dans la vie, on fait pas que des choses qu'on aime, et qu'effectivement, c'est là, étant un peu spécialisé, je suis large, mais un peu rock et métal. On vient de récupérer la distribution de Spinefarm, un label de métal. Bon, ça me fait j'avoue, on a tout relivré, ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de groupes que j'aime beaucoup. Ça, c'est cool. Ça, c'est le petit plus. Mais, je mettrai pas ce label en avant en termes de prio s'il y a pas un label de jazz ou d'indie ou des choses comme ça. Pas du tout. De toute façon, je vais dire tout ce qui est musique, culture, on va pas se mentir, musique, culture au global, ça paye pas super bien, ça, c'est une notoriété publique. Alors après, effectivement, tu as certaines personnes, certaines choses où tu peux bien payer, mais d'expérience de toutes les maisons de disques, de toute façon, moi, quelqu'un qui me dit: «Je veux faire fortune», je lui dirais pas: «Va dans une maison de disques», que ça soit indé, major ou autre chose. C'est un métier qui est passion, c'est un métier qu'on fait, moi, je me suis retrouvé là parce que j'étais un peu dos, je savais pas quoi faire, j'étais dos au mur, et que voilà, mais je vivais musique, je respirais musique, c'était mon ADN, hein, je faisais de la musique, j'organisais des concerts, donc ça m'a semblé logique, c'est vraiment passion. Et puis quand tu arrives, ça sera peut-être pour les inconvénients un petit peu, pas la lassitude, mais ça, j'en parlerai après. C'est vrai que quand tu arrives, c'est génial. Et puis, les avantages, l'ambiance, elle est assez cool. En plus, nous, on est une musique, un label indépendant. Donc voilà, il y a un vrai esprit pièce. Nous, on a beaucoup d'anciens stagiaires qui sont, par exemple, dans Major, partout. Enfin, on, on place, c'est très formateur comme pièce. On est indépendant, ça t'apprend quand même beaucoup de choses. Et puis, il y a de travailler des artistes de qualité. Comme on a un gros catalogue, il y a plein d'artistes, on est fiers d'avoir. Moi, j'ai quelques projets là, en tête, Wolfgang Amadeus Phoenix, des choses comme ça. C'est des Florent Marchais, Courchevel, son 3e album. C'est des albums où je suis super fier d'avoir bossé, parce que c'est des albums que j'adore. Et puis il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est un métier passion. Les concerts. Et puis voilà, de pas travailler des boîtes de petits pois ou des choses comme ça. On travaille des artistes. C'est le plus important. Les inconvénients. Donc j'ai parlé un petit peu au global. Culture, c'est des secteurs financièrement qui sont pas super porteurs. On va dire quelqu'un qui veut vraiment devenir très riche va plutôt aller dans d'autres segments, la banque, je dis n'importe quoi, ou le luxe ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des métiers, tout ce qui est donc culture et musique, maison de disque. Je pense tourneur, c'est un petit peu pareil. La gamme de salaire, l'évolution. Après, on a des évolutions. Attention, hein, c'est pas des secteurs où vraiment on devient très riche, mais c'est pas grave puisqu'on est là quand même pour la passion. Enfin, bon, l'idée c'est de pouvoir manger à la fin du mois, mais c'est quand même des métiers passion. Inconvénient, je dirais peut-être effectivement, mais comme dans tous les secteurs. Moi, je vois par exemple, il y a d'autres secteurs culturels. Donc, j'ai commencé vraiment musique à fond, que musique. Et là, je vois par exemple depuis 6 ans, je m'intéresse pas mal à la BD, par exemple. Voilà, c'est un autre pan artistique que je connaissais pas super bien.
j'avoue, je suis un assez gros consommateur de BD. Voilà, c'est un nouveau, on peut se lasser un tout petit peu, donc c'est bien d'avoir aussi d'autres, le ciné ou n'importe que d'autres choses. Par exemple, là, moi, c'est la BD. Cette année, je suis allé au Festival d'Angoulême pour la première fois. C'était génial. C'est un peu comme le MAMA, mais version BD. Moi, alors, je sais que c'est une institution, c'est le 50e anniversaire, mais je connaissais pas. C'était vraiment génial. Donc voilà, c'est vrai que moi, pendant 17 ans, j'ai été quasiment que focus musique. Je reste focus musique, évidemment, mais voilà, j'ai trouvé d'autres choses, notamment artistiques, notamment, par exemple, la bande dessinée. Il y a la littérature aussi, le cinéma, mais bon, c'est bien d'être un petit peu large.